spécificité en France, c'est que cette loi est une et indivisible. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, une et indivisible? Eh bien, une, ça veut dire qu'elle est énoncée par la structure et elle s'impose à tout le monde. C'est ça la division. Quelles que soient les catégories sociales, quelles que soient les origines, quels que soient les lieux, indivisible. C'est la spécificité de la République française et c'est la spécificité de tous les systèmes totalitaires, que ce soit le léninisme, le stalinisme, l'hitlérisme, le maoïsme, etc. L'unité et l'indivisibilité. Ah tiens donc, c'est intéressant de noter ça. Pourquoi, à l'heure actuelle, des régions ne refuseraient-elles pas les lois qu'on est en train de voter? Mais parce que les régions ne peuvent pas le faire, parce que nous vivons dans une république une et indivisible. Ah ben tiens. Donc ça veut dire que l'État central a une arme absolue. Et lorsque nous voyons à l'heure actuelle, que ce soit gauche ou droite, je ne fais pas la propagande politique, que c'est une extrême minorité qui est élue et qui va incarner la population, on peut se poser des questions sur la nature de notre démocratie. Ah ben oui, c'est une question qu'il faut se poser. Alors lorsque ces gens disent non, eh bien ils deviennent hors la loi. Et lorsqu'on est hors la loi, lorsque vous faites des bêtises ici, ou lorsque vous sifflez un intervenant, théoriquement vous devriez être sanctionné. Discipline. Vous devriez être sanctionné. Parce que ce que vous avez fait sort des normes de convivialité et d'hospitalité. Eh bien, là, c'est ce qu'il dit, ils refusent la loi, donc ils doivent être sanctionnés. Mais les gens n'ont pas du tout envie d'être sanctionnés. Ils ont envie d'être libres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se rassemblent et ils se disent, puisque nous avons un système liberticide, on va s'unir et on va lutter conformément à la Déclaration des droits de l'homme contre ces systèmes liberticides. Et la Déclaration des droits de l'homme est très intéressante pour ça. C'est très intéressant, je vous lis cet article, qui reprend d'ailleurs ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, ce qui est le cas, l'insurrection est, pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ben voilà. Ça veut dire que le soulèvement de 80% de la population française est non seulement un soulèvement légitime, puisqu'il y a une oppression d'État, mais il est de surcroît légal, car conforme à la Déclaration des droits de l'homme. Ah tiens donc, c'est intéressant de le souligner. Il est conforme à la Déclaration des droits de l'homme. Alors vous allez me dire, comment cela se fait-il que ce soulèvement ait réussi en Vendée et ait échoué en France? Puisque je vous ai dit tout à l'heure que 80% du territoire national s'était insurgé. Quels sont les autres lieux d'insurrection? Je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez. Le Lyonnais avec Lyon, le Marseillais avec Marseille, le Toulonnais avec Toulon, le Caennais avec Caen, c'est le Berry, c'est la Bretagne, c'est le Maine, etc. Et bien entendu, la Vendée militaire. Alors la Vendée militaire, c'est quoi? Excusez-moi, moi je ne sais pas du tout dessiner, je ne suis pas du tout cartographe. Bon, c'est censé représenter la Bretagne, et ça c'est censé représenter la Loire. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on connaît tous le département de la Vendée, mais en fait, ce n'est pas de ça dont je vais parler.
Moi, je vais parler du débat de la Vendée militaire. C'est un peu disproportionné. La Vendée militaire, c'est 4 demi-départements. Le sud de la Loire, alors à l'époque on dit inférieur, mais on va retenir un temps. C'est le sud-ouest du Maine-et-Loire, c'est le nord-ouest des Deux-Sèvres, et c'est le nord simplement de la Vendée. En gros, hein, c'est le nord de la Roche-sur-Yon jusqu'à Montaigu. C'est grosso modo 10 000 km². Ah, en France, à l'heure actuelle, la surface, c'est quoi? Combien? 550 000, bravo. Eh bien, vous dites, ça c'est positif. Ensuite, vous avez, s'il vous plaît, vous avez 770 communes. À l'heure actuelle, combien de communes? 36 000. Voilà. À l'heure actuelle, combien d'habitants en France? Bon, 65, 66, je crois que c'était rendu à 60. À l'époque, la France, combien? En 1789? 28 millions, c'était qui a dit ça? 28 millions, c'est juste. 28 millions d'habitants. La Vendée militaire, retenez bien ce chiffre, c'est 815 000 habitants, ce qui est conséquent. Alors, les marxistes ont voulu faire croire que la Vendée était liée à la paupérisation de la population. Eh bien, c'est entièrement faux. Ici, nous avons les départements les plus riches de France. La Loire-Atlantique inférieure, elle est riche, bien entendu, de son grand port mondial, qui est Nantes, port international. Deuxièmement, riche à l'époque de son vin, de son muscadet, que l'on envoie, c'est la formule Merdet à travers le monde, riche de ses bleds. La Vendée, riche de ses bleds, c'est-à-dire les céréales. Le Maine-et-Loire, riche de son vignoble, de ses bleds et de ses marchés à bestiaux. Rien que le Maine-et-Loire nourrit Paris. C'est parce que le Maine-et-Loire s'insurge que Paris va crever de faim. Et même le département de Deux-Sèvres est un département riche et mondialement connu. Pour 3 raisons. Ses arbres fruitiers. Deuxièmement, ces tanneries de cuir qui existent toujours. Et bien entendu, quelque chose auquel on oublie toujours, son bois. Un bois très spécifique aux Deux-Sèvres, c'est le bois de la marine française. N'oubliez pas que nous sommes en 1789. La marine est une marine qui se fabrique à partir du bois, du lin et du chanvre pour les voiles, etc. Donc, une région extrêmement riche, qui n'a absolument aucune identité commune. Parce qu'il n'y a pas d'histoire commune. Vous savez, la Loire-Atlantique, c'est la Bretagne. Les Bretons sont devenus français le 4 août 1789. Jusqu'au 4 août 1789, la Bretagne est un État souverain, avec une province par la suite souveraine, avec un parlement et ses États. Le Maine-et-Loire, le Maine a un statut spécial, et bien entendu, le Poitou. Vous savez, le roi de France ne règne pas sur un territoire unitaire. Et d'ailleurs, le roi de France ne peut pas se dire en 1789, le roi des Français. Il va falloir attendre 1832, Louis-Philippe Ier. Le roi de France est le père des peuples de France. Vous voyez les nuances? Il ne peut pas gérer, appliquer, imaginer une loi commune à tous. Et c'est si vrai d'ailleurs que les Bretons payent 2 fois moins d'impôts que le reste de la France. C'est si vrai d'ailleurs. C'est si vrai d'ailleurs que la Bretagne a 3 langues. Ça vous paraît absolument naturel pour vous de parler le français. Mais qui parle le français en 1789? 30-40% de la France. La langue, le français n'est pas du tout
la langue commune à l'ensemble des peuples de France. Et le roi, c'est comme à l'heure actuelle en Belgique, comment dire, a en face de lui une diversité de langues, mais qu'il respecte. Alors, ça vous paraît évident que tout le monde parle à l'heure actuelle français. Je vais vous prendre un exemple qui va contredire ce que vous pensez. Si l'Europe, la sœur, décidait de nos jours que la langue commune, de facto, à cette minute même, serait l'allemand, et que tous ceux qui ne parlent pas allemand seraient sanctionnés, emprisonnés, exécutés, quelle serait votre réaction? Eh bien, vous ne seriez pas content. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé après la nuit du 4 août 1789. C'est-à-dire lorsqu'on a imposé une langue unique et qu'on commence à fusiller des Bretons parce qu'ils ne parlent pas français, vous imaginez la colère des gens, c'est comme si on vous exécutait parce que vous ne parlez pas l'allemand. Vous imaginez la déception et la colère des gens. Imaginez que l'on double l'impôt à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il ne resterait plus rien. Vous savez quelle est la moyenne de l'impôt en 1789 en France? Vous avez un ordre d'idée? 1,5. C'est la moyenne nationale. À l'heure actuelle, l'impôt c'est 56%, je le rappelle. Certains en payent même 110 et ils partent à l'étranger. On ne dit jamais que Depardieu a payé 2 années à suivre plus d'impôts que de revenus. C'est pour ça qu'il est parti. Il faut le dire, ça. Donc, je vais vous prendre un exemple très précis. Lorsqu'on met un impôt à 75%, écoutez-moi bien, lorsqu'on met un impôt à 75%, ça veut dire que certaines personnes vont payer 120% d'impôt. Parce que c'est l'impôt sans compter la CSG, le RDS, l'impôt sur la fortune. Eh bien, il y a des gens, à l'heure actuelle, à la suite des 75%, vont payer plus d'impôts qu'ils n'ont de revenus. C'est pour ça qu'ils fuient. Alors, vous imaginez la déception des gens lorsque le Breton qui lui paye 0,50 se voit passer son impôt à 1,50, il n'est pas du tout content. Et il a raison de ne pas l'être. Et en plus, comme c'est un État indépendant, on a traité, par le biais de la nuit du 4 août, on a remis en question l'accord bilatéral qu'il y avait eu entre la France et la Bretagne en 1532, sans acceptation et sans vote de la part du Parlement de Bretagne, qui incarne le peuple de Bretagne. Vous imaginez toutes ces colères et toutes ces tensions? Eh bien, les gens, c'est pour ça qu'ils se soulèvent. Alors, la réponse que je posais, pourquoi ça a marché en Vendée et pourquoi ça n'a pas marché ailleurs, l'insurrection? Pour une raison tout à fait simple. C'est qu'à chaque fois que dans les autres régions, on s'est insurgé, il y a toujours soit un maillage de villes, comme sur la rive droite en Bretagne, soit une forte commune, comme par exemple à Caen, ou à Marseille, ou à Toulon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le monde non citadin se révolte, vous avez automatiquement l'armée qui se concentre dans les villes, qui débarque dans la non-ville et qui massacre à vue. Alors vous me direz, mais en Vendée, pourquoi ça ne s'est pas passé? Eh bien, pour la simple raison, c'est que sur cet immense territoire, il n'y a absolument aucune grande ville. Toutes les grandes villes sont à la périphérie, c'est-à-dire Nantes, Angers, Niort et les Sables-d'Olonne. À l'intérieur, vous n'avez absolument aucune grande ville, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous n'avez aucune force à la fois de résistance par rapport à l'insurrection et, bien entendu, de répression. Alors, est-ce qu'il y a eu un complot? Non, pas du tout. C'est une révolte spontanée et c'est une révolte populaire. Retenez bien ces deux mots. Spontanée et populaire. Ce n'est pas du tout la noblesse ou le clergé qui a suscité en Vendée l'insurrection. Bien au contraire, on a eu absolument
aucun noble qui ait stimulé l'insurrection ou qui l'ait volontairement accompagné. Je vous défie de me trouver un noble. Que ce soit Charette, La Roche-Jacquelin, etc., personne, absolument personne, n'a suscité et accompagné l'insurrection. Quant au clergé, pareil, nous n'avons absolument aucun exemple de prêtre, que ce soit les séculiers ou les réguliers, qui ait suscité et accompagné de bon cœur l'insurrection. Et on a l'exemple de Charette, on en parlait hier soir avec Villiers. Qu'est-ce qui se passe? Charette, c'est un lieutenant de marine. C'est un homme qui a participé à la libération d'un certain nombre de peuples, notamment, pour Charette, le peuple américain. Lorsqu'il arrive en France, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, et il va chercher refuge chez sa femme à Font-de-Close, grosso modo ici. Puis il entend que dans le pays de la Garnache, il y a des gens qui commencent à prendre les armes. Ils rigolent. C'est un soldat de métier. Je dis, mais ces gueux jamais ne réussiront à faire face aux soldats de métier. Et puis, un matin, il voit arriver à travers sa fenêtre une foule de gens et il comprend immédiatement qu'on vient le chercher pour se mettre à la tête de ces hommes. Donc il dit à son valet, écoute, tu t'en occupes, moi, je me cache sous mon lit.